Bonjour à tous, je suis ravie de poursuivre les débats avec vous. On va s'intéresser maintenant sur les moyens et les leviers qu'on peut utiliser pour essayer de revoir un petit peu notre organisation, nos politiques de santé, avec ce titre qu'on a choisi qui est celui de sortir de la sclérose, auquel on va faire évidemment réagir nos invités aujourd'hui. Donc à mes côtés, Sébastien Michel, vous êtes directeur Affaires publiques, accès au marché et communication externe au sein du laboratoire pharmaceutique Viatris. Bonjour. Lionel Collet, vous êtes président de la Haute Autorité de Santé. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Mathias Vargon, vous êtes médecin urgentiste et directeur de l'Observatoire régional des soins non programmés d'Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors pour débuter, peut-être une réaction au baromètre avec ce qu'on vient d'entendre, un baromètre assez sombre sur en tout cas la perception des Français. Lionel Collet, est-ce que cette perception, elle est en phase avec la réalité de l'état aujourd'hui de notre système de santé ? Écoutez, vu l'intitulé de la table ronde autour de la sclérose, c'est sûr que quand on regarde ce qui vient de nous être présenté, on a la réponse à la question. Notre population a globalement une opinion de sclérose du système de santé. Alors moi, je ne vais surtout pas vous dire que tout va bien. Notre système est en tension, on le sait. Mais je ne vous dirai pas non plus que tout va mal. Aujourd'hui, on regarde, les innovations apparaissent. Alors, je sais qu'il y a des industriels ici, mais les innovations sont considérables dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine du médicament, que ce soit dans le domaine des dispositifs médicaux. Nos hôpitaux, nos établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, ont montré une capacité d'adaptation. On mettra à côté le Covid parce que je vois où le débat va nous emmener, mais montre encore une capacité d'adaptation. Vous savez, l'HAS, elle a entre autres comme mission de certifier les 2500 établissements de santé en France. Et nous avons donc un panorama assez clair de leur situation. Aujourd'hui, 96% de ces établissements sont certifiés. 96%, ce qui est considérable, avec un référentiel qui évolue et qui montre qu'il y a une adaptation des hôpitaux, je dis hôpitaux au sens large, j'insiste, à ces référentiels. Par exemple, sur la télésanté, puisque vous parliez tout à l'heure, effectivement, de numérique ici même. Donc, on a ces éléments-là. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Notre système est en tension. Il est en tension pour des raisons qu'on connaît. Ça a été largement dit ce matin. Les enjeux liés au vieillissement de la population, aux maladies chroniques, les enjeux liés à la démographie des professions de santé, des professionnels de santé, et puis aussi à ces innovations auxquelles je faisais allusion, mais qui ont un coût. Et l'arrivée de médicaments de plus en plus onéreux, cela a été dit dans un premier temps, oblige aussi à reconsidérer la manière dont notre système doit s'organiser. Alors justement, organisation du système, vous, Mathias Vargon, vous ne cachez pas certaines de vos critiques, vous avez des avis assez tranchés. Parlons-en de cette organisation. Est-ce que finalement, la difficulté à réformer la politique de santé, c'est avant tout un enjeu de gouvernance ? C'est évident. Alors, je suis un peu désolé que M. Delfrécy et Mme Touraine soient partis, mais la gouvernance, tout le monde parle de la... C'est parce que vous allez être trop critique, là, on vous a coupé directement. On va couper le micro. Donc, je vais le faire sans... Une habitude des amphis, il y a très longtemps. Donc, la gouvernance, elle commence par la politique. Et on parle de sclérose du système de santé. Depuis tout à l'heure, on parle de restrictions, de problématiques, de moyens. Mais en fait, cette gouvernance, elle a été inexistante les 30 dernières années. Moi, je suis d'une génération... J'ai fait médecine il y a un certain temps. J'étais dans le creux de la vague. On savait très bien ce qui allait arriver aujourd'hui. Et pourtant, on n'imaginait pas que les médecins travailleraient moins. Et on en est... En fait, cette gouvernance, elle est inexistante. Moi, je voulais parler beaucoup des indicateurs parce que je savais que Lionel Collet était là et que je suis dans un hôpital qui n'a pas été certifié du premier coup. Et je me suis dit, en Seine-Saint-Denis, et on va remplacer, en fait, cette gouvernance, elle est remplacée par en fait, c'est une absence de gouvernance, une absence de leadership qui est remplacée par des indicateurs. C'est-à-dire qu'on met des indicateurs partout, que ce soit pour des indicateurs et des obligations qu'on va faire reposer sur les soignants. Et à un moment, c'est plus tenable. Donc, on a vu qu'il n'y avait aucune gouvernance et on parle d'évaluation, mais aucune évaluation des politiques de santé, jamais. On a monté les soignants, descendu le nombre de médecins. Maintenant, on parle d'obligations. Alors, on voit bien que c'est important puisque la santé est le deuxième critère pour les Français. Donc, on comprend qu'habiter dans un désert médical, c'est plus possible. Alors, on a remplacé la notion de désert médical par la notion de est-ce que vous appartenez dans une commune où il y a
les quintiles ou les quartiles de médecins. Donc, par exemple, moi, je suis en Seine-Saint-Denis et on est dans le top de la médicalisation à Saint-Denis pour le nombre de médecins généralistes. On en est 22% des communes les mieux dotées. Donc voilà, tout le monde est bien doté, mais en réalité, ce qu'on répartit, c'est la carence. Et ça, c'est un problème de gouvernance aussi. Et on remplace tous ces soignants, les médecins, les kinés, alors soit dans les maisons médicales de santé que les maires font. Ils font ça un peu comme les abris à oiseaux, hein, c'est-à-dire qu'ils construisent une maison de santé et ils espèrent que des médecins vont venir s'installer. Ce qui vient s'installer, ce sont des charlatans. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est des professions pseudo-médicales qui s'installent. Et puis, on a de plus en plus d'administratifs. Alors moi, je ne suis pas, les administratifs ne servent à rien. Les administratifs, ils sont là pour faire du reporting, un peu comme dans vos entreprises privées. J'ai été aussi dans l'industrie pharmaceutique, où on aime beaucoup les tableaux Excel. Et moins on a de soignants, plus on a de tableaux Excel, plus on a d'indicateurs. Donc on a des tableaux de bord. Imaginez votre voiture avec 10 tableaux de bord, enfin avec 10, comment dire, le tachymètre, la vitesse, et vous foncez dans le mur, mais il n'y a pas de frein en fait. Mais par contre, vous savez que vous foncez dans le mur. Donc on a de plus en plus d'administratifs, et au final, qui doit remplir ces tableaux administratifs? Les soignants. Donc on est dans une sclérose, on sait qu'on manque de moyens, on sait qu'on ne peut pas les augmenter, et donc on cache tout ça par de l'administratif. Et un dernier truc, c'est que Jean-François Delfrécy et Marisol Touraine, qui, vous le sentez un peu agacé, en fait, n'ont pas arrêté de parler de quand même notre système de santé qui est quand même fantastique. Et à chaque fois, ils ont dit « ouais, mais on attend aux urgences ». Alors d'abord, chez moi, on n'attend pas tant que ça, mais surtout, ce qu'on attend aux urgences, c'est le symptôme. En fait, on attend aux urgences parce que tout le monde va aux urgences, parce que le système de santé, il n'existe plus. Et encore, quand vous avez la chance d'avoir des urgences. Il y a plein d'endroits en France où même les services d'urgence ferment la nuit. Donc vous n'avez plus rien, et c'est ce qui mène au populisme. Vous avez évoqué les problèmes financiers, on en parlera évidemment, mais je voudrais rester quand même encore un petit peu sur cette question de gouvernance, parce que j'aimerais savoir si vous la ressentez aussi, cette problématique, ou en tout cas ces problèmes de gouvernance en tant qu'acteur privé, en tant qu'industriel, vous, chez Viatris. Oui, tout à fait. Alors d'abord, juste une remarque, il se trouve que dans une deuxième vie, je suis maire d'Écully dans le Rhône, qu'on est en train de faire une maison de santé pluridisciplinaire, et que justement, je m'en suis mêlé le moins possible. J'ai laissé les professionnels de santé faire, les médecins, et ça va ouvrir et ça va être merveilleux parce qu'on a un nombre de médecins qui était inespéré. Voilà, je ferme la parenthèse, mais comme quoi on peut aussi faire les choses. Vous avez mis les bonnes graines alors. Exactement. Non, il y a un exemple que j'aime bien prendre pour illustrer ce sujet de la gouvernance, c'est celui des politiques de vaccination. Notamment, on voit que chaque année, on a de plus en plus de mal à avoir une couverture vaccinale sur la grippe pertinente. Et chaque année, immuablement, on lance le Go Grip le 15 octobre. Année après année, on y revient, c'est toujours le 15 octobre. Et j'ai regardé les archives de Météo France en début de matinée. L'année dernière, le 15 octobre, il faisait 25 degrés à Paris. Qui peut croire que les Français vont prendre au sérieux une pathologie hivernale si on leur dit d'aller se faire vacciner quand il fait 25 degrés? Et c'est des échanges qu'on a avec pas mal d'autorités de santé en se disant, voilà, peut-être un truc qui ne coûterait rien au système de santé, mais juste de décaler le lancement du Go Grip de 15 jours ou 3 semaines début novembre, quand il fait froid, quand on commence à rentrer dans l'hiver, ça pourrait peut-être produire des résultats. Deuxième exemple, toujours sur la politique vaccinale, l'envoi des bons pour la population cible. Ça se fait en général à partir de fin août jusqu'à octobre. Et là encore, fin août, quand on reçoit un bon à la maison, on ne pense certainement pas à se faire vacciner contre la grippe. Et autre complexité, toute la population cible ne reçoit pas des bons. Typiquement, si vous avez plus de 65 ans, vous recevez un bon de la Sécu. Si vous êtes une famille avec des enfants qui sont désormais dans la population cible, il n'y a pas de bon. Et donc ça arrive avec des politiques vaccinales qui ne sont pas très lisibles, en tout cas pas suffisamment, avec en plus une population cible qui peut varier, avec des différences d'âge. Par exemple, sur le Covid, à une époque, c'était 60 ans et plus, quand la grippe, c'était 65 ans et plus. Et donc voilà, typiquement, on se dit, il y a des mesures assez simples, qui ne coûterait rien au système de santé, mais qui viserait juste à essayer de mieux tenir compte du contexte, et notamment, en l'occurrence, pour les dates de lancement de ces campagnes-là, du contexte climatique, puisqu'avec le réchauffement, on voit bien qu'au mois d'octobre, il fait de plus en plus chaud, et que décaler le Go Grip, ça ne coûterait rien à la Sécu, mais ça permettrait peut-être d'avoir une prise de conscience accrue de la part de nos concitoyens.
Alors justement, vous êtes assis à côté du représentant de la Haute Autorité de Santé qui évidemment a son mot à dire dans ces campagnes vaccinales. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça? Et est-ce que finalement, en matière de campagne vaccinale, au-delà de la grippe, est-ce qu'il y aurait un manque peut-être de coordination, puisque le titre de notre table ronde, c'est l'organisation, est-ce qu'il y a un manque peut-être de coopération, de dialogue entre les différents acteurs des campagnes vaccinales, le politique aussi? Alors, je réponds à différents niveaux. D'abord, par rapport à ce que vous dites sur l'agenda, l'agenda, il repose sur des modélisations. Sur des modélisations, c'est-à-dire à partir de ce qu'on sait qui se passe dans un autre hémisphère, de ce qui est en train d'arriver sur le nôtre, on considère qu'il y a un risque, effectivement, à une certaine date de développement de l'infection, en l'occurrence grippale, qui conduit à proposer effectivement des dates. Et effectivement, la HAS donne un avis sur les dates sinon de campagne, sur les dates d'ouverture, effectivement, de la période de vaccination. Ça c'est le premier élément qui repose, là encore, je suis désolé, d'abord sur de la science, sur des modélisations. Sur ce que vous dites d'une manière plus générale sur les vaccins, on tend à oublier qu'il y a une plus grande acceptabilité dans les vaccins dans notre pays que ça n'était encore il y a quelques années. Et on pense que, parce qu'on entend les anti-vax s'exprimer, qu'ils sont vraiment représentatifs de la majorité de la population, ce qui n'est fort heureusement absolument pas le cas. En revanche, nous pensons à la HAS que ce sur quoi il faut travailler, c'est sur le calendrier vaccinal, qui doit être simplifié, et qui doit être simplifié par rapport à des âges clés de la vie. Là, vous évoquez déjà, d'une part sur la grippe, les personnes de plus de 65 ans et le cas de certains jeunes qui peuvent être exposés. Nous devons ainsi le faire. Et il y a en plus une autre campagne dans notre pays, c'est qu'on pense fondamentalement à la vaccination des petits, c'est-à-dire des nouveau-nés, des enfants. On pense insuffisamment à la vaccination des seniors, comme on dit aujourd'hui, alors qu'il y a une vague une proposition, je veux dire, de vaccins qui peuvent être extrêmement utiles et sur lesquels l'AHS s'est exprimée, l'Académie de médecine aussi, là-dessus. Donc, simplification du calendrier vaccinal, et à notre avis, c'est une des clés. Et des campagnes bien faites, et là, sur ce plan-là, je vous suis, très portées par les politiques, vaccin par vaccin, épidémie par épidémie. Puisqu'on parle de vaccination, je voudrais quand même qu'on dise un mot de la prévention. Est-ce que la prévention est une des pistes pour sortir de la sclérose de notre système de santé aujourd'hui, Mathias Wargon? Alors, oui, mais moi, tout ça me fait un peu rire parce que, en fait, la vaccination, elle n'est pas du tout portée par nos pouvoirs politiques. Pas du tout. On voit qu'il y a une diminution de la vaccination depuis la fin des années 90, début des années 2000, avec un fort discours anti-vax. Et puis, le fait que Kennedy soit devenu... on a beaucoup parlé de Trump, mais enfin, Kennedy, qui est ministre de la Santé, qui est un anti-vax majeur, il est arrivé au pouvoir. En France, il n'y a aucune lutte contre le vocabulaire anti-vax. Alors, j'ai vu que le ministre, il n'est pas encore là, mais allait lancer une grande campagne enfin. Mais pendant le Covid... les seuls qui ont défendu la vaccination Covid de façon agressive, ce sont des particuliers, ce sont des médecins, ce sont des scientifiques, ce sont même des profs, des entre guillemets petits profs, qui se sont pris, mais tous les antivax avec des menaces. Moi, j'ai reçu des menaces de mort quand même. À aucun moment, il n'y a eu un soutien institutionnel, c'est-à-dire politique. Quand on parle de politique de vaccination, on a abandonné complètement la vaccination des professionnels, les professionnels de santé. Et encore une fois, je suis désolé, mais je l'avais prévenu, Lionel Collet, mais on a eu des recommandations sur la vaccination, 2 recommandations en 2023, qui n'étaient pas du tout claires, et notamment qui disaient que la vaccination antigrippale... sur les professionnels. Or, si les professionnels ne donnent pas l'exemple, si on n'impose pas la vaccination aux professionnels, il n'y a plus de vaccination de la grippe chez les professionnels de santé. Ça n'existe plus. Il y a quelques médecins qui se vaccinent et c'est tout. Donc, on en est là avec un discours en disant « ouais, la vaccination, c'est important » et avec une absence complète d'actes, non seulement sur la vaccination et sur la lutte sur la désinformation. Et donc, il faut renforcer la parole scientifique. Enfin, on a beaucoup parlé de tout à l'heure, Jean-François Delfrécy disait que c'était la santé, c'était la prévention, la diététique. Enfin, c'est surtout la vaccination. On a parlé de la polio tout à l'heure. Là, on va avoir... Alors moi, je suis super ravi parce que j'adore la rougeole. Et la rougeole, c'est l'adulte, c'est des patients graves. Donc aux urgences, on aime bien ça. Sincèrement, c'est sympa. Je ne sais pas si vous avez vu The Pit. Non, personne. Super série sur Max et Canal. Sur un service d'urgence et arrive un enfant avec... une méningite rougeoleuse. C'est génial. Mais pour la population générale, c'est moins sympa.
et il n'y a pas de discours fort politique. Allez-y. Alors, je m'attendais à ce que Mathias attaque la HAS, mais pas sur le point de l'obligation vaccinale contre la grippe, pour être franc. Alors, je vais répondre sur ce qui a été dit. Effectivement, la HAS avait été saisie, avant que je ne la préside, pour répondre à la question, faut-il remettre l'obligation vaccinale des soignants contre la grippe? Donc, très précis. Et c'est à peu près le moment où j'ai pris mes fonctions, le travail avait été fait. Il y a deux manières de répondre à une telle question, Mathias. Soit on répond en termes de devoir. C'est un devoir du soignant d'être vacciné. Très bien, mais ce n'est pas de la science. Soit on le fait du côté de la science. Est-ce qu'il y a des arguments pour dire que la vaccination des médecins, des professionnels de santé, va aider à réduire la contamination à l'hôpital, dans les établissements de santé, parce que c'est ça en l'occurrence, contre la grippe? Pour ça, on a besoin d'un chiffre. Quel est le taux d'infection nosocomiale en France contre la grippe? Eh bien, ce chiffre, nous n'avons pas dans notre pays. Nous ne l'avions pas en 2023. Donc, nous ignorions absolument s'il y avait des contaminations, à quel niveau était ce taux de contamination. C'est la raison pour laquelle nous avons encouragé un travail de recherche épidémiologique, parce que l'AHS n'est pas un organisme de recherche, donc j'ose espérer, vu la grippe qu'il y a eu cet hiver, nous aurons les résultats à l'été, et qui devraient nous permettre de reconsidérer éventuellement notre position sur le sujet. Alors on va laisser là la grippe parce que j'aimerais quand même parler finance aussi, qui est évidemment un volet important de notre politique de santé. Mais vous pouvez garder le micro, Lionel Collet, parce que j'aimerais bien vous entendre sur les pistes que vous envisageriez ou ce que vous pourriez pousser en matière de rééquilibrage des dépenses de santé. Alors, vous savez que les aspects financiers ne font pas partie des missions de la HAS. Alors je voudrais juste dire une chose sur les missions de la HAS, certains l'ont entendu. La HAS, créée par une loi en août 2004, avec un article dans le Code de la Sécurité sociale qui donne les missions de la HAS. 21 ans après, nous sommes à la 31e version de cet article par ajout de mission. Mais nous n'avons pas de mission au niveau financier, sauf les évaluations médico-économiques qui font partie de nos missions. Alors, il y a plusieurs manières de répondre à votre question si je reste avec la carte purement HAS. La première, c'est de dire qu'on a besoin de données sur l'efficience, sur l'impact budgétaire des produits de santé. C'est de dire que nous sommes dans une logique où il faut développer les évaluations économiques, médico-économiques, des interventions en santé publique. Tout cela, nous en avons absolument besoin pour avancer. Ça, c'est un premier élément, et je signale, mais vous le savez probablement, la HAS a recréé un service d'évaluation économique, je dis bien d'évaluation économique et non pas de médico-économie, parce qu'il va couvrir aussi bien ce qui relève du produit de santé que des interventions en santé publique. Mais il y avait une de mes prédécesseurs, qui était Agnès Buzyn, bien connue Raymond Lemoigne, qui avait comme position de dire, parce que je rappelle qu'elle était présidente de la HAS avant d'être ministre de la Santé, qui était de dire, si on accroît la pertinence, on va réduire des actes inutiles. La qualité est aussi un outil à la fois pour le patient, de sa santé, mais aussi de la santé des comptes publics, en l'occurrence des comptes sociaux. Et il est vrai que sur la pertinence, on a énormément de données sur les prises en charge, sur les parcours. Le tout est de savoir comment ils vont être mis en œuvre. Donc les actes médicaux d'un côté, est-ce que agir sur le coût des médicaments, le prix des médicaments et surtout le degré de remboursement des médicaments, c'est aussi une piste? Et si on va dans cette direction, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous inquiéter, Sébastien Michel? Ben moi, j'aime bien voir le verre à moitié plein. Et donc, j'entends parfaitement, et je partage d'ailleurs le sujet de l'Eviscience. Et je peux aussi, puisqu'on est dans les chiffres, parler du générique en France. On a le générique en France, c'est à peu près 42% des volumes de médicaments. Si on regarde ce qui se passe en Allemagne, au Canada ou aux Pays-Bas, on est à plus de 80%. C'est-à-dire que là, il y a des marges d'efficience colossales à aller chercher pour améliorer le recours au générique. Et la difficulté qu'on a, en revanche, c'est quand on regarde le prix du générique en France par rapport aux 4 pays comparateurs européens, il est inférieur en moyenne de 41%. Pour faire simple, un comprimé de générique en France, c'est un niveau moyen de prix de 16 centimes d'euros, quand dans les 4 pays européens comparateurs, on est à 27 centimes. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui en France, ça devient compliqué de maintenir ces marchés de médicaments génériques présents,
parce que les conditions économiques sont extrêmement contraintes, surtout si on y ajoute la clause de sauvegarde, potentiellement demain la directive sur les eaux usées urbaines et d'autres. Et donc ces produits-là constituent une solution pour notre système. Je rappelle que le générique en France, c'est 2,5 milliards d'euros d'économie chaque année. Et on voit qu'on pourrait aller chercher beaucoup plus. Et ça nécessite aussi d'avoir une vision globale, parce qu'il ne faut pas opposer le générique à l'innovation. Les patients français ont besoin des deux. Mais si on arrive à générer davantage d'économies grâce au générique, et il y a des centaines de millions, voire des milliards d'euros à aller chercher, si on atteignait les taux de pénétration de l'Allemagne et des pays que j'évoquais tout à l'heure, ce qui permettrait aussi de financer l'accès aux innovations extrêmement coûteuses. Et donc on voit bien qu'il faut aujourd'hui être capable de prendre des décisions. On revient à la gouvernance et de faire en sorte que sur le générique et sur ces médicaments matures, on puisse mieux les utiliser et favoriser leur développement, parce que c'est bon pour les patients qui en ont besoin et c'est bon pour le système de santé parce que ça fait faire des économies. Vous dites qu'il faut savoir prendre des décisions. Quel type de décision vous aimeriez voir prise? Et en fait, entre les mains de qui est-ce qu'elles reposent ces décisions aujourd'hui? Aujourd'hui, clairement, c'est nos gouvernants, c'est les politiques de santé, c'est qu'est-ce qu'on fait justement pour préserver ces médicaments génériques et matures dont le modèle économique est aujourd'hui en grande fragilité. Donc il faut maintenir des prix cohérents. J'évoquais les différentiels de prix par rapport aux 4 pays comparateurs que connaît parfaitement le CEPS et les autorités de santé. Et donc il faut qu'on puisse maintenir ces produits-là, et puis surtout qu'on puisse permettre d'augmenter le recours à ces médicaments génériques, parce qu'en France aujourd'hui, avec le système du répertoire, il y a beaucoup de prescriptions qui se font en dehors du répertoire des médicaments génériques, ce qui explique la différence. On ne va pas arriver à copier le modèle allemand. Je rappelle qu'en Allemagne, chaque médecin a un budget de prescription, et que s'il dépasse son budget de prescription, c'est de sa poche. Donc on n'est pas des Allemands, on n'a pas ce système-là, mais je pense qu'en revanche, il y a des gains d'efficience et d'économie à aller chercher qui permettraient, une fois de plus, une meilleure prise en charge des patients et un meilleur accès à l'innovation. Alors pour boucler cette partie financière, j'avais aussi une dernière question pour vous, Mathias Wargon. Est-ce que mettre plus de budget pour les urgences, plus de budget pour l'hôpital, c'est la solution? Alors, plus de budget pour les urgences, non, parce que de toute façon, on n'arrive pas à recruter. Donc, moi, j'ai trop de budget, là, en ce moment. C'est rare, ça, qu'on entende ça. Mais non, c'est du budget qui n'est pas dépensé, en fait. Mais l'hôpital, il manque de moyens financiers. Enfin, quand je dis l'hôpital, je sais qu'il y a la mine Garbi qui est là aussi, les cliniques aussi. En fait, on ne verse pas d'argent. Et donc, on a un problème de moyens financiers, mais aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, de la pression administrative qui remonte jusqu'au ministère, en fait, tout ce reporting, en passant par l'ARS, c'est le manque d'organisation. En fait, l'hôpital n'est pas organisé. On parle toujours d'être autour du patient, mais il n'a pas l'organisation nécessaire. On a un taux d'absentéisme qui est monstrueux parce que la qualité de vie à l'hôpital est monstrueusement mauvaise. Et donc, on a des problèmes d'attractivité, des problèmes de leadership, des problèmes de finances. Quand vous rentrez dans un hôpital et qu'on vous dit que de toute façon, vous êtes en déficit, aucun d'entre vous ne changerait d'entreprise pour aller dans une entreprise où on vous explique qu'elle est en faillite. Et donc, ça n'est pas du tout ça. On a une gouvernance, pour y revenir, qui est bicéphale, mais qui est complètement indépendante, entre les administratifs qui dépendent de l'ARS et les médecins qui dépendent de rien et qui n'ont aucun compte à rendre, sinon à leurs collègues pour se faire réélire. Et donc, on est dans un système qui est unique, avec des moyens financiers qui sont nuls. Et donc, ça ne va pas aller plus loin. Le système s'effondre sur lui-même. Il en apoptose. On en oublie les missions. Et on n'a pas voulu parler du Covid tout à l'heure, mais le Covid, c'est un bon exemple. Je ne dis pas qu'il faut reproduire ce qui se passait dans le Covid, mais le Covid, c'est un bon exemple de tout le monde a retrouvé un sens à sa mission. On a arrêté le reporting à tout va. Et les directions, elles se sont faites, alors, tous, on était dans des hôpitaux, il y avait des directions médicales de crise et un inversement de la gestion, avec un directeur, mais comme ça se fait dans plein d'endroits, notamment chez les politiques, avec un directeur médical et avec le directeur de l'hôpital qui était finalement le secrétaire général de l'organisation, et avec des choses qui ont marché, mais sur lesquelles on ne veut pas revenir en France. Or, probablement qu'il va falloir... Les centres anti-cancer fonctionnent comme ça, et ils fonctionnent plutôt bien. Et puis, il va falloir abonder de l'argent sur ces organisations, ou alors décider qu'on ne met plus d'argent dans les hôpitaux et les laisser mourir.
Alors j'avais juste 2 questions qui appellent des réponses assez rapides malheureusement parce que le temps nous presse. La première, c'était sur le rôle des médecins. Lionel Collet, on a parlé tout à l'heure des débats actuels sur l'installation, mais vous, ce que vous m'avez dit quand on a préparé cette table ronde, c'était que le grand enjeu, c'était les compétences et la formation. Quand on pense à l'avenir de notre système de santé, est-ce que c'est un point crucial ? Oui, mais alors pour aller très vite, parce qu'on va essayer de le résumer en quelques secondes. Première question qui se pose, c'est doit-on raisonner uniquement en nombre de médecins et doit-on pas plutôt raisonner maintenant en termes d'équipe de soins, qui implique de raisonner sur les compétences partagées, sur des délégations de tâches, tout cela. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, la formation. On devra quand même réfléchir sur le rapport de l'Académie de médecine qui propose de raccourcir la durée des études de médecine, ne serait-ce que d'une année, qui se pose la question par rapport aux connaissances nouvelles et des outils à la disposition des médecins. Cela, il faudra y réfléchir et ça peut être aussi une aide de formation et d'accès plus rapide. Et le troisième, au-delà de la formation initiale, c'est toute cette formation qu'on appelle continue tout au long de la vie, le DPC, et dans lequel c'est un élément majeur, et j'ai un regret, c'est qu'il y a la certification périodique des professionnels de santé, prévue par une ordonnance de 2021, censée être mise en œuvre, entrée en vigueur au 1er janvier 2023, et qui n'est pas encore entrée en vigueur, car on attend encore quelques décrets. Et de l'argent pour le faire. Puis on en revient à nos sujets de gouvernance. Rapidement, juste mon dernier point, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, c'était la question de notre souveraineté finalement. Est-ce que notre organisation de santé, pour être efficace, doit être souveraine ? C'est aussi quelque chose qui est un peu une idée qui découle un petit peu du Covid-19, et là, elle concerne aussi les industriels. Donc Sébastien Michel, sa dernière question est pour vous. Pour faire très rapidement, la bonne nouvelle, c'est que j'ai le sentiment que la France a enfin compris qu'il fallait avoir une politique industrielle. Ça fait peut-être 30 ans qu'on délaisse complètement l'ensemble de l'empreinte industrielle sur ce pays et la prise de conscience a été forte. En revanche, comme souvent en France, c'est des mouvements de balancier. On passe de l'abandon à l'idée de se dire qu'il faudrait être totalement souverain et indépendant. Ce qui est bien évidemment un objectif louable, mais la réponse qui est aujourd'hui apportée, qui consisterait à dire que tous les médicaments doivent être fabriqués en France, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il est absurde de croire qu'on pourra fabriquer tous les médicaments dont les Français ont besoin en France. Et de la même manière, si aujourd'hui on est un certain nombre d'acteurs industriels, et c'est le cas de Viatris, on a 2 usines en France, si on n'avait que le marché français, ces 2 usines seraient fermées depuis très longtemps. Donc l'idée, c'est de dire attention aux fausses bonnes idées qui intuitivement paraissent résoudre tous les problèmes. Il faut qu'on soit capable, sur ce qui est vraiment stratégique, de se recentrer. Il y a eu des choses sur le paracétamol et sur bien d'autres. Mais en revanche, je crois que la vraie réponse, c'est d'avoir une plateforme industrielle la plus agile et résiliente possible. Parce que justement, si on a un pépin sur un site industriel, c'est quand même bien de pouvoir avoir des réponses avec d'autres sites en proximité, mais pas que, pour pouvoir apporter, une fois de plus, aux patients les médicaments dont ils ont besoin. Parce que c'est ça notre boulot en tant qu'industriel, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Et attention aux fausses bonnes idées, parce qu'on ne pourra pas produire en France tous les médicaments dont les Français ont besoin. C'est une vue de l'esprit, ça ne marche pas. Merci beaucoup pour votre intervention à tous les 3. Merci.